Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo, 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire avec Katia Guilder. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Et dans l'actualité cette semaine, un geste pour les bas revenus. 650 000 ménages modestes vont sortir de l'impôt sur le revenu. Annonce faite en début de semaine et puis revue à la hausse en fin de semaine par Manuel Valls. Ce seront finalement 1,8 million de foyers qui seront concernés. Un acte politique au service d'un geste stratégique, dit le Premier ministre. Et l'actualité politique, c'est aussi la réforme territoriale. François Hollande a engagé les consultations, mais le sujet divise. L'opposition réclamait un référendum. On ira en Bourgogne voir notamment comment la fusion envisagée des régions est accueillie. Et puis l'écotaxe, désormais rebaptisée éco-redevance poids lourd, la mission parlementaire a fait 13 propositions pour aménager le dispositif. Des propositions qui ne satisfont pas vraiment la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui l'a fait savoir. Et avec nous Jean-Marie Le Guen, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Parlement Hebdo. Vous êtes secrétaire d'État aux relations avec le Parlement et ancien député. Alors l'actualité politique et parlementaire est très chargée, on va en parler tout de suite. Mais d'abord, je vous propose d'écouter ce que pensent de vous certains de vos anciens collègues. Écoutez. Jean-Marie Le Guen, pour vous, c'est vintage. Donc c'est la politique à l'ancienne, des gens qui savent ce que c'est que la politique, les rapports de force. Voilà, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais c'est un vrai professionnel qui sait faire son boulot. C'est un homme en général courtois. C'est un député expérimenté qui donc est particulièrement à sa place comme secrétaire d'État en relation avec le Parlement. Socialiste bien entendu, mais surtout réformiste depuis très longtemps. Et donc qu'il soit aujourd'hui à la position d'organiser la façon dont nous faisons ici le travail au Parlement pour réformer, c'est véritablement, je trouve, un bel atout en ce moment. Son prédécesseur nous donne des informations qui étaient fausses. Lui ne donne pas d'informations du tout. Alors peut-être que c'est mieux que des informations fausses. Mais enfin, ce que j'attends surtout de lui, c'est qu'il nous informe ici du calendrier parlementaire et qu'on puisse avoir un vrai échange. Alors Jean-Marie Le Guen, les parlementaires seraient mal informés du calendrier parlementaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce calendrier ? Eh bien, écoutez, j'ai eu l'occasion d'informer la conférence des présidents et donc, par exemple, le président du groupe UMP. Donc, les informations ont été données. Nous savons qu'il y aura déjà un certain nombre de textes de loi, surtout le mois de juin. J'ai annoncé l'idée de la réforme pénale début juin. Nous aurons évidemment les deux projets de loi budgétaires, l'un sur la sécurité sociale, l'autre. Ça, ce sera les deux grands textes. La réforme ferroviaire, bref, tout ça est déjà engagé. Et alors, les territoires, s'agissant du Sénat, cette fois-ci, puisqu'il y aura effectivement la réforme territoriale au mois de juillet, le Parlement aura aussi à débattre de cette question, je l'espère. Vite, c'est ça ? Parce que il faut aller vite, oui. Procédure accélérée. Ça veut dire quoi ? C'est quoi l'esprit de cette procédure accélérée, finalement ? Alors, la procédure accélérée, elle permet d'avoir... Pour le gouvernement, Manuel Valls, j'entends bien. Il y a un temps trop long aujourd'hui entre le verbe politique et l'action politique et surtout les résultats. Donc nous avons, et c'est un des principes de l'action de Manuel Valls, c'est d'essayer d'aller plus vite tout en garantissant au Parlement les droits de débat auxquels il est logiquement attaché, et j'allais dire singulièrement la majorité parlementaire. Donc nous avons décidé d'aller vite, parce que les Français, parce que la situation nous demande d'aller vite. On ne va pas vite pour aller vite, on va vite parce qu'il y a besoin de réformer ce pays. Mais ça veut dire que ça fait beaucoup de textes, tout ce que vous nous citez. Là, les parlementaires vont siéger jusqu'à quand ? Écoutez, je pense que les parlementaires devraient siéger à peu près dans la session extraordinaire jusqu'au 23 juillet. C'est une date qui est avancée jusque-là. Je reviens 2 petites secondes sur... Notre souhait, c'est de les libérer parce que il y a une année chargée. Oui, il y a une année très chargée. Il faut être tout à fait à l'écoute de ce qu'ils nous disent de ce point de vue. En 2 mots, Jean-Marie Le Guen, je reviens sur ce qui était dit un petit peu dans ce qu'on entendait sur les parlementaires. Vous n'avez pas été tendre dans vos débuts. C'est vrai que ça a été assez dur sur ce pacte de responsabilité qu'il a fallu voter un peu à marche forcée. Il paraît que vous n'avez pas été assez tendre avec des choses qui sont tout à fait fausses. Ce qui est vrai, c'est que
en tant que chargé des relations avec le Parlement, j'ai eu une démarche assez proactive, parce que j'ai trouvé d'ailleurs un groupe majoritaire, pour dire les choses comme elles sont, qui était assez désorienté d'une part, et puis avec un sentiment aussi d'avoir pas été bien traité par les membres du gouvernement précédemment. Donc j'ai pris beaucoup de contacts, mais moi je suis dans le respect des parlementaires. Je parle politique, un certain nombre d'autres l'ont dit, donc j'ai des convictions, j'ai des argumentations, je ne suis pas dans l'esquive. Je ne suis pas... quoi. Pardon ? Je parle vrai. Oui, mais je parle vrai au sens où je respecte les gens parce que je parle vrai. Quand on est dans l'esquive et quand on est dans le non-dit ou quand on est dans la fausse acquiescement, si vous voulez, on ne respecte pas les gens. Moi, je respecte les parlementaires. Je sais, je suis un parlementaire expérimenté, ça a été dit, et donc je sais qu'on doit les traiter bien. Alors Jean-Marie Le Guen, lundi, on parle de fiscalité. Les impôts, nouveau cheval de bataille du gouvernement. Manuel Valls annonce ce premier chiffre en début de semaine. 650 000 ménages qui seraient exemptés de l'impôt sur le revenu. À l'Assemblée, la mesure fait réagir. Et à la réunion du groupe socialiste mardi, 22 membres du gouvernement ont accompagné le Premier ministre à cette occasion. Oui, puis quelques jours seulement après cette première annonce, suite des mesures fiscales, enfin celle de Manuel Valls en fin de semaine, il va beaucoup plus loin puisque ça va toucher presque 1,8 million foyers. On va écouter le Premier ministre et puis on en débat juste après. La mesure que nous allons prendre permettra à 1,8 million de ménages de sortir de l'impôt sur le revenu, de ne plus être soumis à l'impôt. Nous avons pensé qu'il fallait une mesure encore plus forte pour montrer aux Français notre engagement. Il faut sortir de cette logique de l'impôt qui empêche, qui entrave, qui empêche les ménages de consommer et qui empêche notre économie de retrouver la compétitivité. Comment on peut passer de 650 000 le dimanche soir à près de 2 millions le vendredi matin? C'est un coup de baguette magique? Non, c'est un ciblage différent et c'est une réflexion à la fois économique et sociale. Économique parce que nous pensons qu'au-delà des mesures justes qui ont été adoptées, à savoir le fameux plan de 50 milliards d'euros d'économie de la dépense publique, il y a la nécessité en même temps d'avoir un réglage fin de ce qui est l'activité économique et en l'occurrence l'un des moteurs de l'activité économique, la consommation. Et puis deuxièmement, nous avons constaté dans les travaux qui ont été d'ailleurs y compris menés par des parlementaires sur le fait qu'un certain nombre de mesures fiscales ont été, disons les choses, plutôt mal calibrées et qui ont fait qu'un certain nombre de dispositifs qui avaient été adoptés notamment par la majorité précédente, la fameuse part des veuves, le fait qu'on n'avait pas rebasé l'impôt, on l'avait désindexé. Ça touche qui, quoi, comment? Eh bien, toutes ces mesures aboutissaient à le fait que des gens qui n'avaient pas vu leurs revenus augmenter se retrouvaient fiscalisés. Donc, ces gens-là, nous avons décidé de prendre une mesure, et ça fait partie des 1,8 million. C'est un peu plus... 1,8 million, c'est un plus important. Il y avait en gros 800 000 personnes qui allaient être fiscalisées alors qu'ils ne l'étaient pas dû. Nous allons, avec la mesure qui est prise, c'est-à-dire une mesure qui consiste à donner un crédit d'impôt, un crédit d'impôt une réduction d'impôt, de 350 € pour une personne et de 700 € pour un couple. Avec ça, il y a 1,8 million de personnes qui étaient fiscalisées qui ne le seront plus. Ça fait beaucoup d'argent, tout ça. Ça fait excusez-moi, juste un point. On a le temps de revenir sur toutes les questions que vous me posez, mais il y a aussi 3 millions de Français. 3 millions de Français, de ménages qui seront touchés par cette mesure. C'est-à-dire qui, si je peux me dire un mot, et ça peut intéresser vos auditeurs, c'est tous les Français, un célibataire qui gagne 14 000 €, en gros, le SMIC sera impacté par cette mesure. Un couple avec 3 enfants, 38 000 €. Tous ces gens-là, alors après il y a les couples avec 2 enfants, je ne vais pas vous donner toute la grille, mais tous ces gens-là, 38 000 €, c'est quand même un revenu déjà de couche moyenne dans notre pays, pour une famille avec 3 enfants. Ces gens-là verront leurs impôts baisser et une partie d'entre eux sortiront de toute fiscalité. 1 million. 3 millions touchés. Ça a été annoncé par le Premier ministre, ça a un coût, c'est 1 milliard d'euros. Comment allez-vous financer ? Parce que nous avons vu que nous avons des marges de progression dans la lutte sur la fraude fiscale. Donc nous pouvons agir. Sur la fraude fiscale. Elle vient du fait qu'un certain nombre de dispositifs ont été adoptés qui permettent
de renforcer l'action de l'État pour éviter, sur la TVA, sur un certain nombre de sujets, d'avoir de meilleures rentrées, moins de fraude, d'une part. Deuxièmement, vous savez aussi qu'il y a un certain nombre de gens qui s'étaient expatriés et qui, de façon frauduleuse... C'est une cagnotte. Vous savez, le terme cagnotte, en général, il a abouti à des non-sens économiques. Mais en tout cas, il y a des marges de manœuvre et il y a une volonté politique de justice sociale et une volonté politique de bon réglage de l'économie. C'est la rupture du quinquennat. C'est un geste très fort qui a été pris ce matin. C'est la fin de la rigueur des efforts demandés à tous? Non, je ne crois pas. L'effort est demandé. Il y a un certain nombre de nos compatriotes qui verront leurs impôts qui vont augmenter parce qu'ils ont des revenus qui ont augmenté. Donc, il y a toujours la justice, il y a l'effort. Simplement, lorsque ça repose sur les plus fragiles et les plus pauvres, des classes moyennes, nous agissons. Je rappelle que l'impôt... Les classes moyennes, elles sont touchées, là. Elles restent touchées, les classes moyennes. Oui, mais c'est quoi les classes moyennes? C'est d'un certain revenu, on imagine. Voilà, mais vous me direz le prix des classes moyennes. En l'occurrence, non. Là, quand on est à 38 000 € de revenus annuels, pour 3 enfants, on est clairement dans les classes moyennes. Bon. Donc une fraction importante, je ne dis pas la totalité des classes moyennes, mais une fraction importante des classes moyennes verront leurs impôts baisser. Rupture ou pas du quinquennat? Ce n'est pas une rupture, c'est une évolution, une accélération vers la réforme juste. Vous voulez... Toute l'action du gouvernement sera autour de l'équilibre entre ces deux mots, la réforme et la justice. C'est ça le principe dans lequel on agit. Et nous avons... Le Premier ministre a eu des mots forts, ça avait été souligné notamment par vous-même, sur la fiscalité, lorsqu'il est intervenu en disant « trop de fiscalité ». Tue l'impôt. Lorsqu'il a déclaré qu'il avait bien conscience que le niveau de fiscalité avait atteint dans notre pays des niveaux insupportables. Vous avez entendu le message des municipales? Non, c'est pas simplement le message des municipales, c'est aussi l'étude réelle de ce qui se passe, de ce que nous disent les Français. Mais c'est aussi le message des municipales. Bien sûr que c'est aussi le message des municipales. Et des élections européennes? Non, parce que les annonces qui sont faites aujourd'hui n'ont rien à voir avec le calendrier, quoi que vous puissiez c'est vrai que ça tombe bien quand même. Hein. Ça tombe bien, mais ce n'est pas lié à ces élections. Mais vous savez, je ne crois pas que les Français, pour très sincèrement, les Français, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qui va se passer au mois de septembre, sur leur feuille de paie. Et ils ne votent pas comme des automates. Il n'y a pas des hommes politiques qui viennent leur donner 3 sous et hop, je vote pour eux. Je retire 3 sous, je vote plus pour eux. Ça, moi, quand je parle à des citoyens, en tout cas dans ma circonscription, j'ai en face de moi des femmes et des hommes qui pensent à l'avenir de leur pays, à l'avenir de leurs enfants, et ils sont pas des automates dans lesquels, comme un flipper, on met 1 € et puis ils sont contents. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors Jean-Marie Le Guen, certains sont très inquiets, les militaires. On va parler des inquiétudes qui pèsent sur le budget de la défense. C'est mardi. Le gouvernement doit trouver 4 milliards d'euros pour le collectif budgétaire d'ici le mois de juin et l'opposition craint des coupes sévères sur le budget de la défense. Une question soulevée par le député Xavier Bertrand échange dans l'hémicycle lors des questions d'actualité avec le ministre des Finances. Écoutez. Dimanche matin, j'ai accusé le président de la République et votre gouvernement de préparer un nouveau plan de réduction des dépenses militaires. Le ministère de l'économie a bien confirmé, c'est aujourd'hui dans le journal Les Échos, qu'un tel plan est à l'étude. Un tel plan qui verrait des réductions des coûts budgétaires d'1,5 milliard à 2 milliards d'euros par an, dans un délai compris entre 3 ans et 5 ans. Vous nous parlez d'une diminution de 2 milliards par an pendant 3 ans, voire même 5 ans. Si je fais un bon calcul, ça veut dire aux alentours de 6 milliards de moins pour les crédits de la défense, par rapport à 30 milliards, le budget d'aujourd'hui, une diminution de 20%. Il n'en est pas question, Monsieur Bertrand. Vous employez des chiffres qui n'ont rien à voir. La loi de programmation militaire telle qu'elle a été votée, 35 milliards sur 5 ans, vous y touchez ou pas? Non, nous n'y touchons pas. Ces polémiques sont à la fois un peu ridicules et on entendait Michel Sapin faire la démonstration que les propos extravagants de l'UMP n'avaient pas de sens. Xavier Bertrand en l'occurrence. Bien. Maintenant... ça sort pas de nulle part ce qu'il a, Xavier Bertrand, visiblement. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ça sort de quelque part? Ce sont les militaires aussi qui ont fait remonter l'information. Peut-être que les militaires disent des choses qui sont inexactes et M. Xavier Bertrand a peut-être envie de raconter des choses qui sont inexactes. Claude Barthelone dit que ça pourrait être pas mal aussi d'étaler un petit peu ça dans le temps. Les chiffres qui ont été donnés par Xavier Bertrand sont extravagants. Bien. Maintenant, est-ce que on regarde le budget de la défense comme les autres budgets?
évidemment en ayant le souci de respecter à la fois la loi de programmation militaire et toutes les problématiques de souveraineté. Maintenant, j'aimerais savoir, une fois pour toutes, comment l'UMP, qui prétend faire 130 milliards d'économies, qu'elle nous dise où et comment elle fait ses économies. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, avoir, une fois par mois, des discours de l'UMP qui nous disent « vous n'en faites pas assez », et toutes les semaines, des interventions des parlementaires qui nous disent « vous en faites trop ». Il y a un moment où ces postures politiques n'ont plus aucun sens et ils affaiblissent la crédibilité de la parole politique. Mais si on comprend bien, là, le gouvernement ne va pas demander d'efforts supplémentaires aux armées qui ont déjà consenti beaucoup de sacrifices jusqu'à présent. Le gouvernement a déjà demandé des efforts à l'armée. Donc il n'y en aura pas d'autres. Il y aura des efforts qui seront demandés de façon continue à l'ensemble des secteurs, en ayant le souci d'avoir la sauvegarde des principes fondamentaux et des engagements qui ont été pris par le président de la République. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec sur le terrain de la réforme des territoires, Katia. Avec une nouvelle carte de France à l'horizon, la réforme territoriale doit être précisée. À la fin du mois de mai, en Conseil des ministres, le président a consulté les différentes formations politiques pour compter ses soutiens. L'opposition, elle, réclame un référendum sur ce sujet qui divise. Elsa Mondingava. François Hollande réussira-t-il à dégager un consensus autour de la réforme territoriale? Si l'idée de simplifier les collectivités met tout le monde d'accord, simplifier le millefeuille et faire en sorte qu'il soit plus efficace et moins coûteux. Il faut sortir de ce millefeuille territorial auquel plus personne ne comprend rien. Je plaide depuis des années pour qu'on en finisse du millefeuille territorial. À droite, on s'accorde sur les critiques contre le gouvernement. Manœuvre pour décaler les élections et retour du conseiller territorial supprimé par la gauche. L'UMP est aussi unie sur l'idée d'un référendum. Les Français diront ce qu'ils en pensent, parce qu'il n'est pas acceptable que l'on vienne bouleverser pour des questions personnelles, d'intérêts politiciens, l'équilibre de notre pays sans débat avec personne. Mais si certains sont pour une réduction du nombre de régions, d'autres s'y opposent. Je suis contre le regroupement des régions, sauf à la marge. Il y a des régions qui peuvent être regroupées parce qu'elles sont trop petites. Pourquoi? Parce que je n'ai pas du tout envie d'avoir demain 8 ou 10 barons régionaux qui n'auront de cesse que d'empêcher la mise en œuvre des réformes que l'État doit conduire. Le centre, favorable à la suppression d'un échelon territorial, dénonce lui les imprécisions du gouvernement. On nous dit qu'on va regrouper des grandes régions sans même nous dire quelles vont être les compétences, les moyens, les budgets. Bref, on avance manifestement sous le coup des annonces médiatiques, mais pas d'une réflexion. Alors que chez les Verts, on encourage une réforme. Nous invitons le président de la République et le Premier ministre à ne pas avoir peur. Si on a peur, des conservatismes, ils vont s'exprimer, c'est sûr et certain, sur la réforme territoriale. Et il va y avoir tout un tas de prétextes pour ne rien faire. Mais François Hollande aura également à convaincre son propre camp. Sur le terrain, des élus socialistes pourraient se montrer très réticents à l'idée de voir leurs responsabilités remises en cause. Alors on s'arrête justement sur cette réforme, c'est le zoom de la semaine. On accueille Julie Benetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée des facultés de droit, professeure à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Alors, on va parler de cette réforme avec Jean-Marie Le Guen, mais d'abord, votre point de vue. Il semble que la piste du référendum sur cette réforme ne va pas être suivie. Quelles sont aujourd'hui les options du président de la République pour la faire passer? Référendum, congrès ou rien de cela? Il semble que la piste d'une révision constitutionnelle ait été écartée. Hier, donc dans ces conditions, l'alternative entre la tenue d'un référendum ou la réunion du Congrès ne se pose plus. Tout dépend de ce que veut faire le gouvernement s'agissant des options juridiques. Si, comme l'ambition initiale du gouvernement le laissait penser, il s'agit de supprimer les départements, il faut une révision de la Constitution. Pour cette raison très simple que la Constitution protège à son article 72 l'existence du département, qui fait partie des collectivités territoriales de la République. Donc si l'on veut supprimer le département, l'on doit réviser la Constitution. De la même façon, une simple loi, une loi ordinaire, ne peut pas, même en maintenant la catégorie départementale, la vider de sa substance et prévoir soit la suppression des conseils départementaux, soit le transfert des compétences départementales aux intercommunalités ou aux régions. Pour une raison très simple, là encore, c'est que le principe de libre administration des collectivités territoriales, qui est un principe constitutionnel, implique d'une part une assemblée élue, ce qui a pour effet de protéger les conseils départementaux, et d'autre part des attributions
effective, ce qui interdit tout transfert significatif des compétences départementales vers d'autres niveaux d'administration locale. Jean-Marie Le Guen, vous avez dit que la piste de la révision constitutionnelle ne serait pas suivie. Non, je n'ai pas exactement dit, je n'étais pas la piste que nous prenions. Je veux dire par là que ici, dans la discussion parlementaire, il apparaît c'est que nous ne subordonnons pas notre action de réforme à la réforme constitutionnelle. Maintenant, peut-être que dans le cadre des discussions avec les parlementaires, il y aura l'apparition d'un élément qui met en avant la nécessité d'avoir une évolution constitutionnelle sur tel ou tel point. Moi, je ne ferme pas la discussion parlementaire. Mais le gouvernement ne subordonne pas le projet de loi et les orientations qui sont les siennes à une réforme constitutionnelle. Quel est le calendrier pour cette réforme dans Il est rapide, il est d'aller devant le Sénat dès cette session, ou la session extraordinaire du mois de juillet, avant l'été en tout cas. La suppression du conseiller départemental, est-ce que c'est le fameux Big Bang territorial? Est-ce que constitutionnellement c'est valable tout cela? Est-ce qu'on va pouvoir regarder ça de très près aussi? La suppression des conseils départementaux implique une révision de la Constitution en tout état de cause. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de débat Quand on dit révision possible. de la Constitution, ça veut dire une révision de la Constitution, cela implique d'une part qu'il y ait un accord entre les deux assemblées du Parlement. Avant même la soumission du projet au référendum ou au Congrès, il faut d'abord un accord entre les deux assemblées du Parlement. Et donc cela implique que le gouvernement puisse trouver une majorité au Sénat, puisqu'en matière constitutionnelle, le veto du Sénat est insurmontable. Et à supposer que le projet soit adopté par les deux assemblées en termes identiques, alors la question se poserait de savoir si le président de la République choisirait l'organisation d'un référendum ou la réunion du Congrès. Je m'adresse au secrétaire d'État parce que c'est très important. Au Sénat, visiblement, le groupe socialiste n'a pas l'air vraiment très enclin à vous aider là-dessus. Non, il réfléchit. Je pense qu'il y a... Vous savez, il y a une prise de conscience de ce qui est possible. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que, tout simplement, nous nous apercevons que l'organisation territoriale ne correspond plus aux besoins de compétitivité et de solidarité exprimés par nos compatriotes. Les métropoles ne fonctionnent pas bien et on ne voit pas pourquoi il y a dans une métropole des départements, directement des conseils généraux et des collectivités de communes. Et puis, dans les territoires ruraux, on nous parle souvent de la difficulté, de la désertification rurale, du malaise du monde rural. Et on s'aperçoit que finalement, la carte administrative ne correspond plus à la réalité du pays, à la réalité de la vie, aux compétitions économiques, à la solidarité qui devrait exister. Donc c'est pour ça que nous réformons. C'est pour ça que nous réformons. Et c'est donc, nous allons avancer de façon à faire qu'il y ait plus de proximité et plus de force et en de l'action le conseiller publique. Départemental, ça suffit. Oui, non, ça c'est ne un suffit échelon. pas. La réforme sera beaucoup plus globale. On parle, je ne vais pas vous en parler en 15 secondes parce que ça serait juste ridicule, mais on va faire des régions beaucoup plus fortes au plan de l'attractivité économique. On va avoir une action de l'État beaucoup plus forte sur les territoires. On va avoir des collectivités territoriales qui vont être renforcées dans tout ce qui est la problématique de l'intercommunalité, de façon à ce que véritablement il y ait à la fois et de la proximité et des services publics proches, notamment dans les zones fragilisées, qui soient véritablement opérationnels. Et nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas, par principe, 4 niveaux d'échelon qui créent de la confusion. Les textes sont prêts, Jean-Marie Le Guen ? Les textes sont en train d'être travaillés, ils sont en train d'être finalisés. Alors à quoi ça sert de recevoir à quoi ça sert de recevoir les partis politiques à l'Élysée en ce moment-là ? Parce qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il y a des consensus, par exemple sur les compétences dont parlait des consensus, des éléments de consensus. Les compétences données aux régions, une grande partie du texte qui a déjà été avancé par Marie-Lise Lebranchu, me semble-t-il, correspondent très largement à ce que souhaitent les uns et les autres. Les répartitions de compétences sont claires aujourd'hui ? Parce qu'il y a beaucoup de compétences qui sont éclatées entre plein de niveaux. Vous avez raison. C'est d'ailleurs pour ça que nous reviendrons sur la clause dite de compétence générale, sauf pour le sport et pour la culture, parce que là, il y a effectivement traditionnellement la nécessité d'avoir plusieurs éléments. Julie, vous restez avec nous 2 petites secondes. On va s'intéresser donc aux régions. La réforme territoriale qui touchera les régions, parce qu'on va certainement les supprimer, en tout cas par 2 le nombre de régions. 2 régions ont déjà proposé de fusionner, de se marier. Alors on va voir comment ça se passe. Ça se passe en Bourgogne et en Franche-Comté. Reportage Faustine Saint-Geniès.
C'est le mariage dont tout le monde parle, celui de la Bourgogne avec la Franche-Comté. Les deux régions pourraient fusionner comme le souhaitent leurs deux présidents, Marie-Guilde Dufay et François Patriat. Hier matin à Dijon, première session au Conseil régional depuis l'annonce de la probable fusion. Le président martèle son objectif, supprimer les doublons. L'objectif de cette réforme est de mettre fin au millefeuille territorial afin de dépenser mieux en transparence pour les citoyens et les contribuables. S'il n'existe pas encore d'études, François Patriat a déjà ses estimations. Avec un rapprochement proximal, on peut déjà tabler sur environ 10 millions d'euros d'économie. 10 millions, c'est beaucoup dans le fonctionnement. Et si demain, nos universités fusionnent, ce que j'espère depuis 6 ans, et que nous n'avons plus de formation redondante, et que nous avons de bonnes formations dans chacune de nos deux régions, on fera des économies là qui ne sont pas chiffrables en tant que telles, mais évidentes. Autre piste, un seul aéroport au lieu de 2 ou encore des achats groupés pour obtenir des rabais. Une décision qui semble bien accueillie par les habitants des deux régions. Dans la mesure où les deux régions sont limitrophes, oui, je suis favorable. Très favorable. Si la région est plus grande avec les moyens de communication, c'est pas ça qui me fait peur. Garder son identité, ça c'est quelque chose qui est possible. Le kir restera le kir, la cancoyette restera la cancoyette. Effectivement, ça pourrait supprimer des doublons au niveau administratif, mais il faut que le service public de proximité reste de proximité. Beaucoup de questions restent en suspens, comme le nom de la future capitale de la région. Certains redoutent un déclassement de Besançon. Plusieurs collectifs franc-comtois rejettent farouchement cette fusion potentielle, comme le mouvement Sauvons la Franche-Comté, qui dénonce un mariage forcé. La Franche-Comté a besoin d'une autonomie accrue, alors que nous vivons ce projet de fusion, au contraire, comme un retour en arrière. Et c'est un axe qui est développé par deux personnes qui sont M. Patriat et Mme Dufay, qui ne prennent pas en compte les revendications, et c'est leur bébé. Nous, on n'en souhaite pas, on ne nous a rien demandé. Et le pire, ce sont des gens qui se vantent aujourd'hui de ne pas convoquer un référendum. C'est quand même grave en démocratie. Un point de vue partagé par certains élus qui réclament eux aussi un référendum. Ah, il y a une question quand même qui découle de tout cela, ce sont la date des élections régionales. Elles auront lieu quand ? Bien, écoutez, si le projet de loi est adopté, ce que je crois, elles seront repoussées de plusieurs mois, au pire une année. Est-ce que c'est constitutionnel de toucher à la date des élections ? Il y a deux conditions auxquelles la date des élections peut être reportée, contrôlée par le Conseil constitutionnel. Première condition, il faut que ce report réponde à un intérêt général. Seconde condition, il faut que les électeurs soient appelés à se prononcer selon une périodicité raisonnable. Je pense que s'agissant du report de la date des élections régionales, ça ne devrait pas poser de difficulté. C'est un peu plus gênant s'agissant des élections départementales, dans la mesure où la date de ces élections a déjà été reportée d'1 an. Elle pourrait donc être reportée de 2 ans, et dans ces conditions, le Conseil constitutionnel pourrait être amené à apprécier s'il y a bien là une périodicité raisonnable. Votre réponse sur ce constat ? Moi, je n'ai pas de crainte particulière, mais c'est normal que le Conseil constitutionnel se penche sur l'ensemble des lois qui sont adoptées. C'est une garantie. Ça peut être un risque quand même pour vous. Ben, écoutez, c'est un risque, oui, en même temps, c'est une réalité, donc nous la prenons en compte. Merci beaucoup, Julie Benetti, pour ces éclairages. Et mercredi, Jean-Marie Le Guen, l'écotaxe refait parler d'elle. Éco-redevance poids lourd, ce serait le nouveau nom de l'écotaxe. La mission parlementaire qui a travaillé sur le sujet a remis son rapport. Elle propose de maintenir cette écotaxe, mais en l'aménageant. La contribution verte qui a mis le feu aux poudres à la Bretagne il y a 6 mois. On en parle avec Jérémy Hartmann. À l'automne dernier, les bonnets rouges avaient obtenu son scalp. Depuis, l'écotaxe est retombée dans l'oubli. Sauf pour une cinquantaine de députés chargés de trouver des aménagements à ce dispositif très controversé. Première proposition, remplacer l'appellation d'écotaxe par celle d'éco-redevance poids lourd, car il s'agit d'un péage plus que d'une taxe. L'écotaxe n'est pas un impôt qui serait la marque d'une écologie punitive. C'est une redevance à payer par les utilisateurs des routes, qui jusqu'ici, vous le savez, les empruntent gratuitement. Sur le fond, le rapport prévoit une franchise kilométrique. Les transporteurs routiers dont les camions parcourront moins de 400 km par mois n'auront pas à payer. Une façon de protéger les acteurs de proximité et cibler davantage le transport international. Autre mesure envisagée,
faire fonctionner le système à blanc jusqu'à la fin de l'année pour tester son bon fonctionnement et voir s'il est accepté par tous. Mais malgré toutes ces modifications, le rapport ne fait toujours pas l'unanimité. Parmi les membres de la mission parlementaire, 18 députés ont voté pour, 14 contre. On veut appliquer l'écotaxe à tout prix, et des améliorations qui sont du cosmétique, qui sont du ripollinage, qui ne sont pas autre chose. Ça ne fait pas illusion un quart de seconde. Ce sera vécu, je le crains, comme une véritable provocation, au moins dans la région dont je suis issu, en Bretagne. Scepticisme, y compris au sein du gouvernement. Ségolène Royal, la ministre de l'écologie en charge du dossier, ne semble pas convaincue par les conclusions du rapport. Il faut qu'on trouve des solutions simples, mais qui n'augmentent pas la pression fiscale sur des entreprises de production. Vous voyez, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, ceux qui ont besoin du transport par camion, ils ne peuvent pas payer les impôts supplémentaires. Donc s'il y a d'autres solutions, il faut les privilégier. Le flou reste donc entier sur l'avenir de cette éco-redevance poids lourd. La ministre de l'écologie promet des arbitrages d'ici juin. Alors, arbitrage d'ici juin, mais dans quel sens, Jean-Marie Le Guen, puisque la ministre de l'écologie n'a pas le même avis que le président de la mission? S'ils n'ont pas eu lieu, je ne peux pas vous les donner, vous comprenez bien. Simplement, cette affaire de l'écotaxe, elle est mal partie, cette histoire. Depuis le début, des conditions d'un contrat public-privé, tout ça est compliqué. Mais revenir en arrière... à son maintien? Non, revenir en arrière est extrêmement difficile aussi parce qu'une bonne partie des éléments fondamentaux des infrastructures de notre pays est liée au produit de cette écotaxe. Donc nous sommes pris dans une situation très compliquée et si elles avaient été mieux faites au point de départ, on serait dans une situation moins complexe. Et d'ailleurs je trouve un peu Monsieur Le Fur, qui est celui qui a voté l'écotaxe, avec ses collègues de l'UMP, venir faire la leçon maintenant, je trouve que ça manque un petit peu de bonne foi. Ouais, si on regarde plus loin, alors, si on regarde plus loin, il faut trouver des compromis. On va trouver des compromis. Moi, j'ai tout à fait confiance. Je pense qu'une grande partie des propositions qui sont celles de la mission sont très intéressantes. Ségolène Royal va apporter aussi sa propre vision des choses. Non, mais je ne crois pas qu'il y aura de difficultés. Ségolène Royal veut mettre à contribution les autoroutes. Est-ce que c'est la bonne voie pour vous? C'est une bonne façon de parler sur les voies des autoroutes. Je pense que quelque part, d'ailleurs, le président de la commission, mon collègue Jean-Pierre Chandeguet, est allé aussi dans ce sens. Il veut regarder. Il y a évidemment là aussi, il y a eu, vous le savez, une privatisation des autoroutes où il y a une manne pour un certain nombre d'entreprises qui pose problème aux finances publiques et j'allais dire, aux finances publiques. Donc, il est logique de regarder tout ça. C'est le mot taxe qui commence à faire peur quand même. Le mot taxe, oui, il fait peur. Je pense que si vous voulez de se rapprocher d'ailleurs de cette vision, on a confondu en plus deux choses. Déjà, les taxes, c'est pas très... Mais là, il y avait ce qu'on appelle en économie une taxe comportementale et puis une taxe de revenus. C'est-à-dire qu'on avait besoin de revenus d'un côté, mais de l'autre côté, on voulait faire évoluer la taxe. La taxe comportementale, elle a vocation à aller tout doucement et à dire, voilà, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va coûter de plus en plus cher, donc ayez un autre comportement. Bon. Et puis la taxe de revenus, c'est j'ai besoin d'argent pour... vous utilisez les autoroutes, moi j'ai besoin d'argent pour faire des routes et des autoroutes. Bon, et donc je vous prends d'argent. Ça a été mélangé là dans ce projet. Tout ça est assez mal fichu. Donc le problème maintenant de la déconstruction-reconstruction est un peu compliqué. Mais c'est pas un moment de polémique, c'est un moment de travail. Donc le gouvernement va prendre son temps sur ce dossier. Il n'y aura pas de nouvelles taxes, d'éco-taxes tout de suite. Non, et le vocabulaire effectivement n'est pas une bonne chose. Mais enfin, si vous voulez faire des TGV, faire un certain nombre d'aménagements tout à fait fondamentaux pour notre pays, pour avoir une mobilité plus durable, moins énergivore, ça présuppose des investissements. L'investissement, ça présuppose de l'argent. Et l'argent, il faut donc aller le trouver. Et donc, pour ça, il faut bien qu'on opère des transferts. Il n'y a pas de mystère. Et tout le reste, c'est du pipeau qu'on raconte aux Français. Il faut bien trouver de l'argent pour financer ce dont on a besoin. Moi, je vais rester sur les bons mots de Katia, parce que je veux savoir s'il n'y a pas des problèmes de poids lourds dans votre gouvernement, notamment avec Ségolène Royal. Elle a eu quelques propos qui ont été retranscrits dans le magazine Paris Match. Ça a quand même créé la polémique, même si elle est un petit peu revenue en arrière. On va voir ça avec Thibault Le Floch. Ségolène Royal se plaint du procès en incompétence dont elle s'estime victime au sein même du gouvernement. Elle évoque des boules puantes, la condescendance et le mépris de certains ministres à son égard, sans les nommer.
Une attitude qu'elle met sur le dos d'une classe politique majoritairement composée de machos sûrs de leur bon droit. Pourtant, celle qui a été nommée ministre de l'écologie il y a 1 mois et demi estime avoir largement mérité sa place au gouvernement. Je fais mon travail et le reste je m'en fiche. Je suis à ce poste parce que je suis compétente, peut-être même la plus compétente. Ainsi, Ségolène Royal n'hésite pas à donner son avis sur le dossier Alstom. Alors que son collègue Arnaud Montebourg est favorable à un rachat par l'allemand Siemens, la ministre de l'écologie plaide pour l'américain General Electric. C'est une très bonne opportunité pour Alstom. C'est le meilleur projet industriel. Pourquoi ne pas le dire ? Puis elle tacle violemment la manière de faire du ministre du redressement productif. Pourquoi vouloir systématiquement faire fuir les investisseurs étrangers ? Nous en avons bien besoin pourtant. Conséquence ce matin, impossible pour Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, d'échapper aux questions des journalistes sur l'affrontement Royal-Montebourg autour du dossier Alstom. Moi je ne ferai pas de commentaires supplémentaires sur ce sujet, mais je le rappelle, la réussite de chacun des ministres, c'est d'abord la réussite collective du gouvernement. Quelques minutes plus tard, sur le perron de l'Elysée, Ségolène Royal, qui devait s'exprimer sur l'écotaxe, revient sur ses propos rapportés dans Paris Match. Nous travaillons collectivement, donc je ne me laisse pas déstabiliser par des petites phrases dans la presse, qui sont toujours amusantes pour certains journalistes. Aucune faille dans la solidarité gouvernementale selon la ministre, mais déjà, certains députés socialistes y voient le premier couac du gouvernement de Manuel Valls. Bon alors il paraît qu'en réunion avec les ministres secrétaires d'État, Manuel Valls a un petit peu recadré tout le monde. C'était le jeudi ça aussi. D'une façon générale, Manuel Valls nous appelle à travailler de façon collective et il a raison. Je pense que chacun comprend bien qu'il n'y a pas de réussite individuelle, il n'y a que de réussite collective et c'est en ce moment-ci tout particulièrement. Voilà. Il n'y a pas de cas particulier dans le gouvernement, il n'y a pas d'exception. Non, il n'y a pas d'exception, il y a un travail collectif, il y a une volonté de travailler collectivement avec la majorité. On demande d'ailleurs à la majorité d'être plus collective, plus rassemblée et donc c'est un principe majeur. Et c'est pas de quoi donner quand même le bon exemple pour les parlementaires aussi, ce qu'on entend là. C'est pour ça que nous sommes très vigilants à demander que tout se passe dans un état d'esprit d'ailleurs qui existe par ailleurs. Je pense qu'il y a eu des phrases rapportées et démenties d'ailleurs, donc moi je ne vais pas m'exprimer là-dessus, mais je peux témoigner très sincèrement et très simplement du fait que l'état d'esprit est positif à l'intérieur de ce gouvernement. Il n'y a pas d'éléments incontrôlables avec de place à part, tout le monde entend ce message. Non, je ne vois pas comment il pourrait y avoir des éléments incontrôlables. Alors on va finir avec un peu de patriotisme. C'est très bien. Un décret permet à l'État français de s'opposer à la prise de contrôle d'une entreprise française par des investissements étrangers. 5 nouveaux secteurs stratégiques sont concernés. Décret sur mesure pour Alstom. La réponse avec Marion Lefebvre. Il a été rebaptisé décret Alstom, signé hier par Manuel Valls, publié aujourd'hui au journal officiel. Il sera en vigueur dès demain. Ce décret permet de protéger les entreprises stratégiques des investissements étrangers. Pour investir, les entreprises étrangères devront obtenir l'autorisation préalable du gouvernement pour entrer au capital des entreprises françaises dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'eau, de la santé et des télécoms. Pour Matignon, l'État doit avoir son mot à dire concernant les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. C'est vrai en France comme c'est vrai tout partout ailleurs. Pourquoi est-ce que seule la France serait dépourvue de capacité de peser, non pas d'interdire, mais d'être dans le dialogue avec les grandes entreprises internationales, lorsqu'il s'agit de l'armement, lorsqu'il s'agit de l'énergie, lorsqu'il s'agit de l'eau, lorsqu'il s'agit de secteurs qui sont des secteurs évidemment stratégiques pour un pays comme le nôtre. Quand il s'agit de lieux de décision, parce que c'est un vrai sujet, et quand il s'agit de questions d'emploi, l'État a un mot à dire, c'est ça qui a été dit, ni plus ni moins, il n'y a pas de changement par rapport à ce qui a été la position depuis que cette question d'Alstom a été posée. Le décret élargit en fait à 5 nouveaux secteurs le dispositif mis en place en 2005 par Dominique de Villepin pour les secteurs de la défense et de la sécurité. En réflexion depuis plusieurs mois, ce décret a été accéléré à la suite des négociations de General Electric pour racheter les activités énergie d'Alstom. C'est aussi un signal politique assumé à quelques jours des élections européennes. Alors, signal politique assumé à quelques jours des élections européennes, manœuvre politique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce décret est en décalage avec la réalité économique ?
Pas du tout. Je pense qu'il y a une réalité économique qui est en décalage avec la réalité des peuples. C'est-à-dire l'idée que tout s'achète et tout se vend sans que personne n'ait rien à y dire et que la notion même de collectivité nationale ne puisse pas intervenir, que l'État soit le simple spectateur du dépeçage des mouvements financiers. Cette idée-là est absente du gouvernement de Manuel Valls. Alstom comme ça. Non, et c'est pour ça que c'est pas simplement le problème d'un décret Alstom, c'est un décret stratégique qui a été programmé, vous l'avez dit d'ailleurs, depuis plusieurs mois, et donc il concerne bien au-delà du cas d'Alstom. Il concerne en l'occurrence Alstom. En tout cas pour ce cas-là. Vous imaginez qu'on pourrait regarder sans rien dire le fait que un des éléments essentiels des centrales nucléaires construites par la France, à savoir les turbines à vapeur, puisse être vendu à l'encan à n'importe qui. Enfin, c'est pas sérieux. Et ça va changer quelque chose dans l'accord, en tout cas dans le rachat d'Alstom par General Electric ou par Siemens. Ça peut bouger encore les choses. Cause que, en l'occurrence, nous allons regarder de très près, indépendamment de l'ensemble du dossier, la partie de ce noyau, si j'ose dire, qui est les aspects énergie nucléaire, et qu'ils ne seront pas quoi qu'il arrive, vendu à l'encan ou soumis à des règles que le gouvernement n'apprécierait pas. Le signal pour les entreprises étrangères, c'est quoi? C'est la France qui monte ses muscles? La France fait exactement ce que font tout le monde. Bien sûr, mais ça veut dire quoi? Ça remonte ses muscles? Mais pas du tout. C'est nous-mêmes. On se demande même comment on n'a pas fait ce décret plus tôt, j'allais dire. C'est plutôt ça. Et on mériterait d'être interpellé là-dessus. Et pas simplement ce gouvernement, mais les gouvernements précédents. Alors pourquoi la Commission européenne met-elle en garde la France? La Commission européenne, vous le savez, sur une ligne d'un libre-échangisme, et c'est pour ça d'ailleurs que nous souhaitons aussi changer la Commission européenne, parce que nous avons une autre approche de la politique économique pour le juste échange, pour une politique économique qui soit véritablement une politique, non pas idéologique et libérale, comme le fait cette Commission dominée par la droite. C'est pour ça qu'en votant pour Martin Schulz et en votant pour l'Alliance socialiste, il y aura une autre... Non, mais c'est un véritable enjeu, c'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu majeur. L'Europe, on considère ça comme étant un acquis, ce n'est pas le cas. Notre paix, notre sécurité, on le voit avec l'Ukraine, en dépend, et notre politique économique et industrielle aussi. Donc pas de protectionnisme, mais du patriotisme quand même. Exactement. Merci Jean-Marie Le Guen d'avoir Merci à passé 3 quarts d'heure avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, Katia. Avec plaisir. Bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires. Merci.